le soleil des indépendances, qui était très brillant, qui était lumineux, a un peu pâli. Et qu'on a besoin de lui redonner un carburant à travers la culture. Et donc nous retrouver pour réalimenter la machine, eh bien c'est ce rendez-vous-là qui nous est donné en terre d'Algérie. Dans la mesure où on est resté quand même encore aujourd'hui, après 40 ans, dans la problématique de la libération. Avant, c'était une problématique de la libération par rapport aux colons, aux colonisateurs. Aujourd'hui, c'est une problématique de la libération de nous-mêmes. Nous libérer nous-mêmes de nos démons, de nos mauvaises choses, de nos mauvaises structures mentales, archaïques, etc. Le PANAF, c'est plein des arts et de la culture. Voici le coin de boue où dormait mon front fier. Et je sais que ce soir monteront les chants infernaux. Hurlement des vents par les cris de décembre. Au hurlement des vents par les cris de décembre. Bonjour Paris, éprouvé désespoir, me le voici au fossé. Pour ma qui m'a misère.
C'est qui en fait ces haragas comme ça? Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes, les vieux, les adolescents, il y a des médecins, des chômeurs. Tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce qui les pousse à traverser la mer comme ça? Il y a des gens qui ont des problèmes familiaux, il y a des pauvreté, chômage. Ils s'ennuient et ils font rien de la journée. Voilà, c'est Ah. ça. C'est dangereux de traverser une mer comme ça. C'est dangereux, c'est risqué, mais ils n'ont pas d'importance à leur vie, puisqu'à leur avis, ce sont déjà des morts à leur pays. En fait, là, ce qui me fait plus mal, c'est de voir les... Là, je dérive sur autre chose, mais c'est de voir beaucoup de garçons, de jeunes hommes tout seuls, et de me dire, d'essayer de réfléchir, de penser à ce à quoi ils pensent, et de mettre à leur place une vie de jeunes en Algérie, ce dont ils rêvent, leurs désirs, j'arrive à concevoir leurs rêves et leurs frustrations. C'est en fait un mal-être comme ça que nous vivons. Le fait de vouloir s'épanouir à l'extérieur, sortir, marcher dans tout simplement marcher, prendre marcher dans la rue. Non, non, marcher dans la rue. Oui. On ne peut pas marcher dans la rue. On nous embête, mais on nous embête d'une façon... Regarde. Qui est privé. Notre adolescence, on l'a vécu au Club des Pins, c'était vraiment pas mal. Puis les gens ont changé. Les gens ont complètement changé. Maintenant, c'est plus la même population. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine de jours à peu près, c'était un vendredi. Nous sommes allés à la plage, et puis bon, on marchait, on était habillés, donc on était vêtus en tenue de plage, bon, mais nous ne marchions pas en maillot non plus. Bien sûr. Et puis on s'est fait embêter, c'est-à-dire on nous a insultés.
serait illusoire de considérer que seule la libération suffit pour se libérer de l'asservissement créé par la domination coloniale. Le corps et la langue viennent témoigner chez les colonisés d'un état d'arrêt dans la marche du monde. Le peuple découvre que le phénomène inique de l'exploitation peut présenter une apparence noire ou arabe. Il crie à la trahison, mais il faut corriger ce cri. La trahison n'est pas nationale, c'est une trahison sociale. Oui, terroriste, vos papiers. Mais j'ai pas de papier, pourquoi je fais ça? C'est un instrument. Ça, c'est ma canne, mon compagnon. Quoi? C'est ma guitare. Ah, ma guitare. Vous voyez, j'ai pas été... Donc j'ai voulu aller dans le sens de provoquer les Tunisiens qui réellement sont racistes. Il y a un fond quand même qui sommeille dans l'inconscient des Arabes depuis la nuit des temps, contre lequel il faut tout simplement lutter. C'est un fond à la fois de xénophobie et même de racisme, parce que le noir a été pendant très très longtemps utilisé comme esclave. Je crois que ça a laissé des traces très très fortes dans l'inconscient collectif. Et je crois que moi personnellement qu'un événement comme le Festival panafricain, là, ce deuxième qui se tient à Alger, je trouve que c'est intéressant parce qu'il peut contribuer précisément à changer le regard que nous avons sur l'homme noir. Devant un certain nombre de journalistes ici, que je voulais lancer un appel en disant qu'il faut qu'on change notre regard sur l'homme noir, que c'est une nécessité. Khal, c'est noir. Noir. Khlouch, Non, c'est petit c'est noir. péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Ah si, péjoratif, non. Pourquoi كحلوش؟ حنا كنصغروا Oui, كيتصغر je suis واحد. d'accord avec. C'est une تربجوا به. تربجوا به. C'est différent, mais là c'est différent. Je sais pas. كي نقول لك حل. Il y a une charge quand même. Oui, il y a une charge, il y a une charge. On va prendre un exemple en français, qui est similaire. Oui. Le petit arabe, c'est péjoratif. Péjoratif. Alors que petit, ça a l'air affectueux, sympathique. Un petit café, je peux avoir un petit café s'il vous plaît? Oui. Mais petit arabe, ça change complètement. Tu prenais l'exemple de l'américain. Certes, il est accepté dans les plus beaux restaurants. Certes, on lui manifeste aucun rejet. Mais est-ce que dans pas forcément l'inconscient, mais je veux dire dans ce qui n'est pas dit, dans le non-dit ou dans tout ce qui n'est pas exprimé, est-ce que le blanc qui est en face de ce noir, qui est américain, qui est jazzman, qui est brillant, poète ou je ne sais quoi, est-ce qu'au fond de lui-même, il perçoit ce type qu'il a en face de lui vraiment comme un être humain à part entière, sans couleur? Ça, j'en doute fort. James Baldwin, pendant la guerre d'Algérie, il fréquente des Algériens, il est en France, et c'est un intellectuel donc extrêmement brillant, hein, James Baldwin, un des pionniers de la littérature américaine, et il se rend compte finalement que
les Blancs n'ont pas un regard si dénué de préjugés quand ils traitent avec un noir futile, un brillant intellectuel. Baila Cumbanella, Leo la capitale. Baila Cumbanella. Baila Cumbanella, huela, huela, huela. Baila Cumbanella. Baila Cumbanella, Congo no porfila. Baila Cumbanella. Baila Cumbanella, Leo la capitale. Baila Cumbanella. Baila Cumbanella, huela, huela, huela. Baila Cumbanella. Baila Cumbanella, Congo no porfila. Baila Cumbanella. La 11e thèse de Ludwig Feuerbach dans la philosophie classique allemande. Je savais comme ça, je fais tous les jours. Mais non. Il rentre à Alger lui aussi à Cli. Oui, t'inquiète pas. Ce soir, il fait beau de mon cœur. Une sorte de soleil y est entré par enchantement. Je reste là, ébloui par tant de chaleur. Je ne bouge pas. Ai-je l'air de quelqu'un qui s'agite? Je veux mourir ce soir dans tes bras. Par un si beau soir, que mériter de plus qu'une mort lente, chaude, qui te prend par la main et t'emmène sur les chemins caillouteux du monde? Je veux mourir assis, plongé dans l'alcool des pensées. Je me souviens des mois passés sur la plage, de nos fugues, de tes colères. Je me souviens de tout et de rien encore. Je te cherche encore dans le puits des images, je remonte au jour, je te cherche sur la géographie des visages, dans la brume des affiches, au clair son des orages. Je meurs dans tes bras en chaque orgasme, et je revis encore, je te parle lentement, en caressant le ruissellement de tes cheveux et l'or que ton corps fait de chaque instant. Il y a si longtemps déjà que je te cherche encore. Bravo! Parce que là, ils vont passer la main à la police. Et la police va demander un accompagnement. Mythe de travailler notre société et qui la cadenasse, qui l'empêche de penser, de rêver, de s'interroger, de douter, c'est Dieu. C'est ça, tout ça c'est du mythe. Qu'est-ce que c'est que la religion si ce n'est le mythe d'immortalité? Ici, en Algérie, ce qui me travaille et me meut, c'est l'absence de sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, enfin, où on va, au-delà de l'inquiétude et de l'angoisse et de je ne sais quoi, la question de l'imaginaire qui est encore minoritaire dans nos sociétés, parce que c'est le discours politique et religieux qui domine, ce n'est rien d'autre. Le discours de l'imaginaire, ce n'est pas un discours, c'est un rapport au monde. Et bien cette question de l'imaginaire, je crois qu'elle est centrale parce qu'elle est liée à la liberté, elle est liée à notre devenir. Je crois que la littérature algérienne et les littératures africaines en général ont trop eu à faire avec la question de l'histoire, la colonisation, les indépendances, les régimes socialistes, les dictatures, etc. Et je crois qu'on ne s'est pas assez confronté à la géographie. Je suis dans une géographie quotidienne. Je débrouille des films qui ont à voir avec ma vie sexuelle, affective, familiale, avec les territoires que je traverse. Et c'est avec ça que je dois me débrouiller. L'histoire, elle a été instrumentalisée. Le cas de l'Algérie est exemplaire. À l'indépendance,
l'indépendance, on nous dit vous êtes arabo-musulman, et puis il y a quelques années, on nous dit vous êtes aussi berbère, et puis maintenant, on nous dit vous êtes africain, et puis demain méditerranéen, et puis que sais-je. Enfin, l'histoire, c'est pas un supermarché dont on vient se servir. Sur cette question de la liberté, évidemment, là, on peut se rejoindre en tant qu'Africain. Mais on jongle, hein. La censure, ça existe, et les tabous, ça existe, et l'autocensure, ça existe. D'ignorer la littérature orale qui se pratique tous les jours par la beauté des contes, par la beauté des proverbes, par les dictions, par les joutes oratoires. Aucun continent n'a le monopole de la parole et aucun continent n'a le monopole d'une espèce de sagesse qui descendrait peut-être de l'Esprit Saint et qui viendrait se déverser sur ces intellectuels pour nous donner des lumières tellement éclatantes que nous nous disions les plus beaux, les plus glorieux. Donc, disons en sorte que mon avis, en tout cas ma vision, elle restera inchangée. Je pense que la définition de la modernité passe par la rencontre des hommes, quel que soit leur continent. La rencontre est ce qui va définir la modernité de demain. Selon que vous refusez la rencontre avec l'autre, vous fermez la porte et vous retournez à la barbarie. Je pense quand même que si les Grecs n'avaient pas eu Socrate, ils n'en seraient pas là. C'est parce que des gens, à un moment, n'ont pas accepté que le vieux est le dépositaire du savoir, qu'on doit agresser le vieux, que des peuples sont allés loin. Donc chaque société a ses propres mythes. Le mythe est un langage. Donc déjà, c'est un langage, mais ce qui est malheureux par rapport à l'Afrique, les mythes que nous connaissons, nous, ce sont les mythes grecs, parce que c'est ceux-là qui ont donné naissance à une littérature. C'est par la littérature que le mythe s'est enrichi. Le mythe d'Oedipe, le mythe, tous les mythes grecs, c'est pas le mythe premier qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est ce que la littérature en a fait. Alors, si on doit retravailler sur ses propres mythes, le problème, c'est d'abord de les énoncer d'une certaine façon qui ne soit pas ethnographique, parce que tous les mythes africains se retrouvent dans les ouvrages ethnographiques. On peut les lire, on peut... Mais quelles œuvres ils ont données? Et moi, là où je suis, mon malaise, c'est que les écrivains africains ne sont pas obligés de parler des mythes et des ancêtres, ils peuvent parler de tout à fait autre chose. Alors, la modernité, pour moi, c'est une question de forme. C'est formellement, si moi je reprends le mythe d'Ulysse, si je le reprends, c'est bien par rapport à l'Odyssée, je peux raconter par rapport à mon enfance. Pour moi, Ulysse, c'est Kirk Douglas et Sylvana Mangano. On était gamin, Sylvana Mangano. Bon, et après, ça fait travailler l'imaginaire. Le cinéma m'a fait travailler mon imaginaire. Après, je vais le rencontrer dans l'exil. Et pourquoi Ulysse peut devenir universel? Parce que c'est la figure de l'exilé, celui qui va chercher sa patrie, et tout le monde peut se reconnaître. Moi, Ulysse, il peut être algérien. Comment un écrivain aujourd'hui moderne retravaille un mythe africain? C'est ça qui m'intéresse. Parfois, il faudrait se dire que nous sommes des peuples qui croyons tellement à nos mythes et prenons nos mythes pour des réalités qui nous arrivent parfois de passer à côté de l'histoire.
par exemple, regardez combien nos mythes ont été mythés. Combien nous sommes partis de la fraternité des peuples à la fraternité des dictateurs. Combien, par exemple, des histoires comme le Rwanda ou le Darfour ne nous intéressent plus en tant que nation. Il faut que ce soit l'extérieur, l'Occident, qui nous rappelle à nos devoirs de fraternité. Quand on voit ça, on se dit, nous ressemblons trop à ces assemblées de l'Union africaine où les gens, dans une langue de bois, de ciment en réalité, pas de bois, disent des choses fausses. Combien nos mythes sont faux. Combien nous les avons laissés se changer en leur inverse. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est pour ça que voilà, je suis très content de participer et en même temps je me dis comment les journaux vont rendre compte de ça. On va dire des choses officielles, des choses qui ne reflètent pas ce que nous avons dans le cœur. Voilà, c'est parler des mythes, oui, mais moi je voudrais parler des mythes de maintenant. L'Algérien, il est lui-même par définition angoissé, il est perdu, il se cherche à travers des activités terroristes, d'autres cherchent la quête de soi à travers ce qu'on appelle les brûleurs de mer pour aller en Europe. L'écrivain se cherche soit dans la langue arabe classique, il se cherche aussi dans la langue populaire, mais aussi, il y a aussi des écrivains qui se cherchent aussi à travers la langue française. Je suis née à l'indépendance, donc je n'ai pas de problème avec la langue du colonisateur ou quoi que ce soit. Ma langue maternelle, c'est le berbère que je ne connais pas du tout non plus. Je suis à l'aise dans le français. J'écris dans la langue qui me sait le plus et, comme disait tout à l'heure la dame, qui me parle le plus. Voilà. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Je n'en connais pas un seul qui écrive dans sa langue maternelle. Ce que moi, je vois en tant que lectrice, c'est cette liberté, puisqu'on a beaucoup parlé de liberté, qui est le propre de l'écrivain et son imaginaire, c'est la liberté que prennent ces jeunes auteurs dans la manipulation de la langue. Et dans cette façon qu'ils ont de bousculer la langue, de la travestir, de la faire bouger. On a fait une projection et les responsables locaux, y compris les responsables du FLN local, nous ont dit on va faire une première séance pour les hommes. Alors, projection, il y avait 600 bons hommes qui sont venus dans la nuit autour du camion et projection en plein air. Et puis, discussion après, c'était très bien. Ils sont rentrés le lendemain au petit déjeuner, ils sont venus nous amener des fruits et nous dire au revoir. On dit non, c'est pas au revoir, on a une projection pour les femmes ce soir. Et il dit non, pas avec ce film-là, non, c'est pas un film qui plairait à nos femmes ici. On dit pourquoi ça plairait pas? Il dit parce qu'il y a des choses dedans que nos femmes n'admettraient pas du tout.
Par exemple, il dit par exemple qu'il y a un moment où la femme qui rentre après avoir été à des réunions de femmes, son mari la menace parce qu'elle n'est pas rentrée à temps pour lui préparer à bouffer, et il lève la main sur elle, et elle enlève sa godasse et lui dit « vas-y frappe et puis tu verras ». Ça, c'est pas du tout dans les habitudes algériennes. Je dis c'était pas du tout dans les habitudes non plus des Mexicaines et des Mexicains. Donc, c'est seulement pour ça. Nous, on a un papier nous disant 2 projections à tel endroit et on fera les 2 projections. Et c'est pour les femmes ce soir. Il dit mais les femmes ne viendront pas. Et on a assisté à un truc assez extraordinaire. C'est que quand la nuit est tombée, on avait projeté un petit film de court-métrage. Bon, il y avait une 50aine de fillettes, de trucs qui étaient venus. Et puis, quand la nuit était bien tombée, on a dit on va commencer le 2e film. Et on a vu des ombres blanches qui sautaient par-dessus les murs, parce que dans certains cas, on était sur la grande place du Padelin, sur la place centrale. Et il y avait des ombres blanches qui passaient par-dessus les murs, d'autres qui venaient en douce en trouvant la porte, et dans certains cas, c'est vrai, des hommes qui couraient derrière pour ramener leurs femmes dans le truc, mais les femmes arrivaient, et puis, tu connais les trucs du Sud, là, c'était dans ces ombres blanches, paf, elles se mettaient au milieu des autres, il y en avait déjà une centaine, là, elles se mettaient, et les hommes restaient à côté, mais n'intervenaient pas au milieu des autres femmes, quoi. Donc, finalement, on a eu au minimum 600 femmes, là, qui ont assisté à la projection, qui ont applaudi par moments, et qui à la fin ont dit « oui, mais on n'a pas bien compris à tel endroit, est-ce qu'on peut repasser ça ?» On a repassé, c'était la scène où la femme se rebellait contre les trucs. Et finalement, c'était un film qui se terminait sur le triomphe des femmes. Merci. Quand on dit réalisme magique, on pense à Amérique latine, on pense Marquez, on pense Donoso, on pense Llosa, on pense Allende. Mais il ne faut jamais oublier, c'est que le réalisme magique existait en Afrique depuis bien plus longtemps qu'en Amérique latine. On constate que c'est toujours nécessaire d'amplifier le monde par des mémoires de revenants, de spectres, des ancêtres, de ne jamais s'isoler du monde, de son temps, du petit lieu où on se trouve à n'importe quel instant, en l'amplifiant avec les souvenirs du passé, avec les souvenirs de l'avenir, parce que c'est là une des meilleures trouvailles du réalisme magique. Il faut garder au sein de nous-mêmes le sentiment de la magie.
C'est pour ça que la magie est nécessaire, plus nécessaire dans notre monde à nous que jamais. Parce qu'il est si facile de céder à la tentation du monde qui veut nous faire croire que ce sont des forces économiques, des forces financières, des forces politiques qui définissent les frontières de notre monde. En disant non, le grand nom d'Antigone, le grand nom de Camus, à tout ce qui veut restreindre les limites de l'être humain. On était là, on buvait une bière sur la terrasse de l'université, un groupe, et on voit le défilé. C'était vraiment incroyable, impressionnant, c'était terrible, ça nous est tombé sur la tête, c'était beau, c'était juste, c'était... Et pourquoi je dis juste? Parce que je sais pas, j'aimerais pas comparer avec celui de maintenant. Hein. Et ça nous a pris, ça nous a pris, c'était terrible. Ce défilé nous a esquinté comme tu quittais bien ça. Moi, je leur en veux. Nous n'avons pas préparé la salle de la Cinémathèque. La salle d'Alger, elle est mythique. Si ce mot veut dire quelque chose encore, elle est mythique, cette salle. Et aujourd'hui, elle est fermée. Ne pas être prêt avec une cinémathèque rénovée, où là, il fallait la laisser telle qu'elle est. Vous la fermez après le PANAF. Mais que des cinéastes du monde entier. Et heureusement que Samuel est mort, à la limite. Heureusement que Chahine est mort. Heureusement que Bouhar est mort. Tu es obligé de dire des conneries pareilles. Et ben voilà, elle est fermée. C'était un désir qui a été partagé par beaucoup d'amis, et je les remercie d'avance, c'est de nous donner, de donner l'occasion à des cinéastes africains qui se sont associés à cette initiative, de donner leur point de vue, leur image, leur vision de l'Afrique en toute liberté. Le PANAF d'aujourd'hui, si on peut faire un parallèle, hein, c'est qu'après 40 ans, on s'aperçoit que la plupart des libertés formelles ont été acquises, les indépendances. Au Cameroun, où j'ai eu, c'était le hasard de naître, c'est très bien, il se trouve que je n'ai pas dénoncé quelque chose d'horrible. C'est le sort des Pygmées. Ils sont de plus en plus expédiés vers l'abîme.
Ils ont été repoussés dans les forêts et maintenant les forêts on les coupe. Donc on leur ôte le toit sur leur tête. Donc on les tue à petit feu. Et Myriam Makeba disait ceci, tous les hommes, quand ils naissent, ils sont couchés. Ensuite, ils se mettent à quatre pattes et ils rampent. Puis un jour, ils se lèvent, ils essaient de marcher. Or, pour l'Afrique, et plus précisément encore pour l'homme noir, on a toujours voulu le voir rampant. L'Algérie nous dit, nous sommes debout, marchons ensemble. And I was born in Tanzania, which is now called South Africa. But because of this, we feel the same way, we have the same problems in that we are all refugees. Après des années déprimantes, les années mornes, les années noires de l'apartheid, qui étaient de presque 400 ans de colonisation dans mon pays à moi. Depuis, nous essayons de trouver les possibilités d'une reconstruction de notre nouveau monde. C'est une tentative parce qu'on ne sait pas exactement où ça peut mener. C'est très très déprimant de constater en même temps que déjà plusieurs tentatives, plusieurs possibilités de ce nouveau monde qui nous sommes entrés il y a 15 ans seulement, ont déjà mené à des conséquences assez désastreuses. Mais on garde l'espoir que ce n'est qu'un début et qu'on peut toujours continuer, qu'on peut choisir d'autres routes parce qu'il y a tant de possibilités ouvertes devant nous. Je pense que ça va être inoubliable. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de manifestations dans les rues, des animations, des parades, des parades aussi, oui. On s'éclate maximum. Je sais pas, comme moi, le festival de Rio, des trucs, des danses. Et la danse africaine est magnifique. Voilà, animer les rues. S'amuser, s'éclater. Décoincer un petit peu les Algériens.